Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince et aujourd'hui je suis avec Mickaël Zaniel avec qui nous allons faire connaissance. Salut Mickaël, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, je vais vous présenter les news de la semaine. Cette semaine, j'ai pris 3 actualités pour vous. Une vidéo par le mémonaute que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube où il vous apprend, selon lui, la meilleure technique pour apprendre le mémonica. Et j'ai été, regarder cette vidéo et effectivement, je trouve que c'est, très bien expliqué. Vous avez un apprentissage visuel, alors il explique que si je retiens bien que c'était la technique que Tamaris, préconisait d'ailleurs pour faire ce mémonica. Voilà, je vous mettrai, le lien de la description, en description, pour voir la vidéo. Je trouvais ça très sympa. Deuxième vidéo, c'est vidéo de Thomas de Virtual Magie qui a suivi le jeune magicien Vincent Tary à l'occasion du tournage des qualifications de la France à un incroyable talent. Vidéo très sympathique, très humaine. Moi, j'ai trouvé ce jeune magicien assez rigolo et assez touchant dans sa pression et sa gestion du stress. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Je vous mets aussi la vidéo dans la description. Et la troisième et dernière actualité de cette semaine, c'est la Jam The Slighters qui a eu lieu il y a peu de temps. Bel événement auquel je n'ai pas pu assister malheureusement, mais j'ai l'impression que c'était un bel événement car la team de Magiciens Reborn en a fait une vidéo et il y a des moments très sympathiques. Voilà, je vous mets aussi le lien, vous pourrez aller voir ça. Et voilà, on commence tout de suite avec Mickaël. Salut Mickaël. Alors j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui, hein, plein de questions. Alors, la première avec laquelle, je souhaiterais qu'on commence pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bah, c'est une présentation, très simple où tu peux même aller en profondeur, chercher des trucs dans ton enfance si tu veux, mais voilà, je veux que tu nous expliques, qui tu es, aujourd'hui et comment quelle est ton histoire autour de la magie? Alors, donc moi je suis Mickaël Zaniel, j'ai 37 ans, j'ai commencé la magie quand j'avais 8 ans. Mes parents sont pas du tout dans le spectacle. Mon père était basketteur professionnel, D'accord. donc je déménageais quand il changeait de club. Ah oui, d'accord. Tiens, ça je savais pas que quand on changeait de club, tu étais obligé de déménager, mais oui, ça me paraît logique maintenant que tu me le dis. OK, donc ton père, basketteur professionnel, toi tu commences la magie à 8 ans et Non, vas-y, je te laisse continuer. et je commence la magie à 8 ans, enfin disons que j'avais reçu une boîte de magie. J'avais adoré ça et puis mais c'était des boîtes de magie de supermarché Ouais. et vers l'âge de 12 ans, il y avait Copperfield qui passait à la télé à une époque, heu, Mmh. vers la fin des années 90 et là j'étais absolument fan, des émissions qui passaient, j'en ratais aucune et là, j'ai vraiment commencé à apprendre la magie. J'avais vu un livre à la bibliothèque avec, des adresses de boutiques de magie sur Paris et quand je suis monté sur Paris une fois, voir mon père justement et ben, on allait dans une de ces boutiques et là, ils m'ont appris vraiment, comment apprendre les bases de la magie des cartes ou les bases de la magie des pièces. Et OK, j'ai commencé comme ça. c'était quelle boutique que tu as découvert en premier? Maillette Magie Moderne. C'était Mayette, OK. On avait été au Double Fond d'abord. Ouais. Et au Double Fond, ils m'ont dit, d'aller chez Maillette et de commencer avec, les cassettes de Dominique Duvivier, Mmh. évidemment. Comme quoi finalement Mayette saura, créer des vocations quoi. Ça fait tellement longtemps qu'il est là aussi avec, sa boutique et son café théâtre qu'il y en a beaucoup qui sont passés par ce chemin-là en tout cas. Donc comment ça s'est passé? Donc tu as acheté des cassettes et tu as fait, ton évolution tout seul chez toi, comme ça ou tu as pris des cours? Voilà, non, j'ai pris très peu de cours. Il m'est arrivé de prendre peut-être une dizaine d'heures de cours, dans toute ma vie. OK. Donc, j'en ai quasiment pas pris parce que j'habitais pas sur Paris. Donc j'avais vraiment fait les choses dans l'ordre. J'apprenais avec la série 2000 de Dominique Duvivier pour les cartes Mmh. et quand j'estimais maîtriser, la première cassette 2000, je passais à la 2001, je passais à la 2002 et ainsi de suite et pour les pièces, j'apprenais avec David Ross. OK, d'accord. Il y avait très peu de vidéos à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Bah, ouais, ouais, c'est clair, c'était très difficile à trouver. Moi, d'ailleurs, pour ma part, je n'y avais absolument pas accès, quoi. C'est un de mes frères qui m'avait ramené une cassette. Je ne sais même pas où est-ce qu'il l'avait trouvée, mais moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des boutiques de magie ou quoi que ce soit. Et quand une Donc, vidéo sortait, c'était l'événement, quoi. ah bah, tu m'étonnes, les trucs qui se refilaient sous le manteau, très, très cher, quoi. OK, je comprends un petit peu mieux effectivement comment tu as commencé la magie. Aujourd'hui, quel est ton style, ta spécialité, les choses que tu aimes en magie? Alors j'ai fait beaucoup de close-up. J'ai commencé par le close-up et ensuite je regardais
à la télé, quand je voyais des numéros de scène, j'étais assez attiré par la scène et notamment par les numéros scénarisés. Mmh. Souvent qui mélangeaient le mime comme Vladimir Danielin ou Voronin ou même le numéro de Jean-Philippe Loupy. C'est, les numéros un peu cartoonesques comme Sylvester the Jester. OK, Tout ça, c'est des numéros qui m'attiraient plus que les autres. d'accord. Donc ça te plaisait, ça t'attirait et qu'est-ce qui s'est passé, à partir de ce moment-là? Ça, c'est à partir de quel âge déjà? À quel moment tu as cette révélation, C'est sur pour les la scène? émissions de télé que je regardais sur la magie comme Attention Magie, Mmh. pendant que moi j'apprenais Close-Up et comme j'aimais ce genre de numéro, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de scénique ou un apprentissage scénique et j'ai décidé de faire l'école du mime Marceau à Paris. OK. Combien de temps ça dure cette école, cet apprentissage? Alors ça dure 2 ans, 4 heures par jour, sachant qu'il faut être, donc il y a une audition, hein, on peut pas rentrer comme ça. D'accord. C'était assez spécial parce que moi il fallait avoir le bac pour entrer dans cette école et Mmh. moi j'étais en première et je voulais arrêter l'école. Donc j'avais eu mon bac de français et puis j'ai arrêté et je suis allé passer l'audition. Le bac, j'ai dit que je l'avais. Je sais même pas si j'en avais pas fait un faux, j'en sais rien. J'ai dit que je l'avais, mais en plus c'était risqué parce que le lycée avait déjà repris au moment de l'audition. Donc si j'étais pas pris, j'étais un peu sans rien, quoi. Mmh. Et hem et puis j'ai été pris et c'était vraiment super parce que je pense que j'aurais pas pu créer le numéro que j'ai créé si j'avais pas fait cette école. Ça m'a vraiment appris, les bases, du corps et du mouvement, dans l'espace et dans le rythme. OK. Justement, moi qui connais pas l'école du mime Marceau, pendant ces 4 heures par jour, quelles sont toutes les choses qu'on t'apprend? Alors, on a 4 heures par jour, on a 2 heures, on a 4 heures de danse classique par semaine. D'accord. Donc ça, c'était pas facile parce que je faisais du basket, hein, évidemment, donc passer du short au collant, c'était pas simple au Mmh. début dans l'esprit. On avait, 2 heures d'art dramatique par semaine, donc là où on pouvait parler. On apprenait, l'art dramatique, on va dire classique et le reste du temps, il y avait 4 heures d'atelier de création, donc où on apprenait à créer des numéros, de mime et après le reste des heures était partagé entre le mime technique de Crew. De Crew, c'est l'inventeur quelque part, de la grammaire corporelle, Étienne de Crew. C'est Marceau, le mime Marceau a appris avec Étienne de Croo OK. et puis, donc les heures de mime étaient partagées entre la technique de Croo et la technique Marceau, on va dire Mmh. et qui sont 2 techniques un peu différentes, les 2 basées sur le corps et sur le mime. Marceau joue plus sur les visages et sur les pantomimes et sur ce qu'il raconte. Étienne de Croo, c'est vraiment plus, la grammaire du corps pur, la précision du geste et c'est vrai que l'ensemble des 2. Et c'est vraiment un apprentissage génial, quoi. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu, faire cette école, puisqu'on apprenait en plus, on avait 2 heures par semaine avec Marceau lui-même, ou 4 heures par semaine avec Marceau lui-même. Et oui, c'est quand même plutôt chouette, d'arriver dans un établissement, avec un certain renom et puis de pouvoir rencontrer et partager avec les gens qui ont créé ce modèle, quoi. Ouais. OK, donc l'école, Marceau, tu quittes l'école, après 2 ans, diplômé, j'imagine? C'est quoi Non, ça? alors moi je suis un peu l'homme sans diplôme, je crois que le seul diplôme que j'ai, c'est le permis. OK, et encore pas sûr Non, parce que quand je vois comment tu conduis, je dois être un des seuls élèves, de la promotion qui a pas eu le diplôme. OK. Cependant, je pense que je dois quand même être un de ceux qui travaillent le plus. Mais Bizarrement. c'est pas grave en fait, quand on Marceau disait qu'il voulait vraiment qu'on fasse le mime tel que lui le voyait. Il dit: «Tant que vous êtes chez moi, vous faites comme ça, quand vous serez dehors, vous ferez ce que vous voulez» Mmh. et moi, j'avais déjà mon idée de mélanger, le mime et la magie, OK. ce qui était quand même assez mal vu dans l'école. Quand j'ai fait l'audition, je me rappelle, j'avais commencé avec un tour de magie et il me dit: «Vous savez, on n'aime pas trop les gens qui viennent avec un art annexe». Déjà, ça commençait mal. Ah. Donc j'ai un peu laissé tomber la magie, enfin, on va dire. Pendant 2 ans, j'ai pas vraiment laissé tomber parce que je travaillais, comme magicien dans les restaurants pendant que je faisais l'école. Mmh. Mais vraiment la journée, j'étais concentré sur le mime. Mais c'était très bien, la difficulté, c'était quand on sort de l'école, on a vraiment la technique Marceau, c'est-à-dire le mime pur, s quelque part sans costume, sans musique, sans rien et c'est pas si évident que ça à vendre, heu, quand on n'est pas Marceau, Oui. dans les scènes ou dans l'événementiel ou voilà
Et donc il m'a fallu un peu de temps pour me détacher de l'école, prendre ce que j'avais besoin et puis après rajouter à ce que moi je voulais faire. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop mime dans les numéros que je créais au début. C'était pas très compréhensible ou les gens étaient pas prêts à ça et c'est avec le temps que j'ai trouvé ma voie. Il m'a fallu 1 an ou 2 pour vraiment me détacher de ce que j'avais appris, D'accord. sans renier ce que j'avais appris. Ce que j'avais appris était super important, mais j'avais besoin de m'en détacher. Du coup, je me pose une question, si, par exemple, moi, évidemment, mais c'est parce qu'on est magicien, je fais le lien entre le mime et la magie. Pour moi, le mime, va embellir, la situation magique, l'acte en lui-même. Mais, je me pose une question peut-être toute bête, hein, mais, si c'est pas pour le mélanger avec la magie, comment on utilise le mime en sortant de cette école? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Pour la comédie? Ah bah, oui, oui, il Pour le suffit théâtre? Pour le de le cinéma? non, mais déjà savoir on se déplace pas sur scène comme on se déplace dans la vie. Mmh. C'est, on apprend à rendre, nos gestes grands et visibles. On voit tout de suite quelqu'un qui sait se tenir sur scène et quelqu'un qui ne sait pas. D'accord. C'est, ne serait-ce qu'un déplacement, suivant le personnage qu'on joue, on n'a pas du tout la même démarche ou le même déplacement. En mime, on va apprendre plein de marches différentes, plein de postures du corps différentes selon qu'on joue quelqu'un de vieux ou selon qu'on joue quelqu'un de et tout ça sans parler. Ce qui est génial dans le mime, c'est que c'est un langage international, c'est un langage universel. Tout le Mmh. monde peut le comprendre, c'est le langage du corps et c'était le but, même de toute façon qu'on parle ou qu'on parle pas, si on fait de la comédie parlée, ça va appuyer nos paroles, d'avoir un corps qui sait se tenir et qui sait bouger et si on parle pas, il va falloir, par le corps, réussir à s'exprimer, devant tout le monde et que les gens nous comprennent. Donc c'est vraiment une technique, un apprentissage. Ouais, c'est vraiment un apprentissage. D'accord. Est-ce que à part le mime marceau, derrière ça, tu as fait d'autres écoles pour apprendre, le théâtre ou tu es resté là-dessus et tu es parti assez rapidement sur la création de ton acte scénique? Non, après l'école Marceau, j'ai fait, les cours Florent 1 an, mais j'ai pas trouvé ça top parce que l'école Marceau était quand même assez ultra subventionnée par la mairie de Paris, donc pas Mmh. très cher. Il y avait très peu d'élèves, une quinzaine par classe et il y avait 4 heures par jour quand même. Alors Ouais, qu'à Florent, il y avait 35 élèves par classe et il y avait 9 heures par semaine. d'accord. Donc pour moi la différence était enfin c'est pour moi c'était plus une usine qu'autre chose et donc j'ai fait qu'1 an, j'en retire pas grand chose. Donc oui, j'avais tenté quand même, une autre école derrière. C'est justement, ça tombe très bien que tu me dises oui parce que j'allais te demander, les différences qu'il peut y avoir entre l'école, Marceau et les cours Florent qui sont également très, très réputés. Dans le sens où je me dis si, chez Marceau, tu apprends tout ce qui est posture, langage corporel, dans les cours Florent, peut-être que tu en as un peu ou beaucoup ou je ne sais pas. Comment ça se passe chez eux? Quels sont les cours que tu apprends, chez Florent, contrairement, à Marceau? Non, chez Florent, c'était surtout le texte. En tout cas en première année, hein, parce que vraiment c'est sur 3 ans Florent, donc j'imagine qu'on apprend d'autres choses. Moi, j'ai fait qu'1 an, donc c'était quand même surtout sur le texte, le placement de la voix et puis, je me rappelle qu'il y a eu un cours sur les masques, mais voilà, ça m'a pas c'était très rapide Mmh. et c'est la différence aussi d'exigence chez Marceau était beaucoup plus grande, par rapport à déjà notre présence, à nos retards, enfin, ça rigolait pas. Mmh. Chez Florent, on est tellement nombreux que ça passe presque inaperçu si on vient pas, quoi. Ouais. Et moi qui ai jamais raté un cours quasiment chez Marceau, je sais que chez Florent, à un moment donné, quand je voyais le laxisme, j'ai des autres élèves, ça m'a pas porté vers le haut. Mmh. Mais de toute façon, bon, après, par rapport à ta question, c'est 2 apprentissages très différents. Il y en a un, c'est le texte et l'autre, c'est sans texte. Donc déjà, voilà. D'accord. Donc du coup, ils peuvent être très, très complémentaires si Ah oui, jamais tu avais réussi à te retrouver dans la motivation, ça va être très de tout complémentaire le parce que monde, de toute quoi. façon, pour moi et je pense que c'est pour ça que les Russes, sont très forts, c'est que la danse classique ou le mime sont la base de n'importe quel art scénique. Parce que la première chose qu'on voit quand tu rentres sur scène, c'est ton corps. Mmh. Donc après, quel que soit ce que tu fais, tu as besoin de ton corps. Sauf si tu fais des dessins animés ou si tu fais, doubleur, pour le cinéma. Ouais. Mais, pour le reste, pour moi, le mime est ultra complémentaire avec tout, que ce soit du jonglage, que ce soit n'importe quoi. OK.
Donc là, on a fait le tour de ton apprentissage scénique. Donc là, tu commences à créer ton premier acte. Est-ce que tu peux nous le décrire d'ailleurs pour peut-être ceux qui ne l'ont pas vu? Je mettrai sûrement une vidéo, mais voilà, j'ai envie de t'entendre le décrire avec ta vision à toi et comment est-ce que tu l'as créé, quelles sont les idées, combien de temps ça prend, etc. Ouais. Donc quand je suis sorti de l'école de mime, j'ai donc essayé de créer un numéro qui mélangeait mime et magie et comme j'avais travaillé un peu les manipulations de cartes, sur scène avec les vidéos de McBride, je me suis dit: «Je vais faire un numéro de manip de cartes». Mhm. J'ai, j'avais j'ai beaucoup été inspiré par l'univers de Tex Avery et il y avait un Tex Avery où j'aimais bien, où ils utilisaient la musique de Figaro, du Barbier de Séville Ah oui, 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 mais je le connais en plus. et donc je voulais raconter quelque chose dans mon numéro et je me rappelle que la première version, c'était un moine qui faisait, la quête pour l'église Mhm. et pour faire la quête, il faisait apparaître des cartes devant l'église, dans la rue pour que les gens lui donnent de l'argent et qu'il y ait de l'argent pour l'église. Bon, ne serait-ce que quand je raconte, tu comprends vite que personne va comprendre ce que j'essaye de dire sans parler, quoi. Ouais. Ouais. Parce que déjà en parlant, c'est pas clair et donc j'ai fait un numéro manip de cartes sur la musique de Figaro, donc je chantais, j'étais un moine qui chantait et qui faisait apparaître des cartes et autant parce que j'ai fait des concours avec, autant on voyait que oui, il y avait de l'idée, il y avait quelque chose, mais bon, ça fonctionnait pas. Clairement, ça fonctionnait pas. J'avais fait un concours AFAP avec, j'avais gagné un stage CP et en parlant avec, Nestor Ato, un ami magicien, il me dit parce que j'avais été engagé avec ce numéro de moine pour le gala du CFI à Paris, Mhm. mais moi je voulais plus faire ce numéro parce qu'il fonctionnait pas et Nestor me dit: «Mais pourquoi tu fais pas juste un chanteur qui arrive pas à chanter sa chanson, point?» Je fais: «Bah ouais, on va faire ça» et en 15 jours, on a monté la base la base du numéro. Parce que je pense qu'un numéro où on parle pas quand on veut raconter quelque chose sur scène, il faut que ça tienne en une ligne. Moi, quand c'était le moine qui doit chanter pour apparaître des cartes devant l'église, c'est pas compréhensible quand on parle pas. Mhm. Alors qu'un chanteur qui arrive pas à chanter sa chanson, ou un chanteur qui a des problèmes pour chanter sa chanson, c'est facile. Ouais. Déjà dans la lecture, dans le scénario, c'est super facile à comprendre. Et donc, j'ai acheté un pupitre, un micro, un costume de chanteur d'opéra et puis à partir de là, j'avais la chanson, j'avais la musique donc qui donnait le rythme, j'avais le costume, j'avais le matériel et maintenant il fallait remplir et je me suis beaucoup inspiré donc du Tex Avery qui s'appelle, Magical Maestro. D'ailleurs si tu le vois sur internet, tu vas comprendre vraiment que mon Ouais, ouais, ouais. Mais je le connais en plus, celui-ci. j'étais fan quand j'étais, Ouais. quand j'étais gamin et avec 15 jours donc on a monté la base, les effets alors il manquait plein de choses, hein, mais j'avais pas encore le gag du nœud papillon, j'avais déjà Michael Jackson, j'avais déjà le mime du micro, très vite. Et j'ai fait le gars du CFI, j'avais vraiment fait un carton avec le numéro gars du CFI, alors que le numéro avait rien, c'était très jeune, vraiment très jeune. Mhm. Il était pas du tout rempli, mais c'était différent et ça a marché et là je me suis dit: «Ah ouais, là peut-être que je tiens quelque chose». Un mois après, j'ai fait, la Colombe d'or, donc j'avais amélioré des trucs. Là, OK. j'ai gagné la Colombe d'or Mhm. et donc là je me suis dit: «Ah c'est bon là j'ai un truc» et une semaine après, je fais les Larry d'or et OK. là je prends un bide mais énorme. Mais un bide, mais je sais pas, ça marche Et ça a pas marché, quoi. mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait la différence? Bah, de toute façon, un numéro de comédie visuelle, c'est pas suivant après qui on passe, à quelle heure on passe, devant quel public on passe, ça peut pas être pareil. C'est pas parce qu'on OK. va faire un bide un jour que ça va être mauvais tout le temps. Parce qu'avec ce numéro, que maintenant j'ai joué plus de 1000 fois quand même, j'ai fait vraiment des gros cartons et ça m'est arrivé de temps en temps de faire des gros bides aussi. Et pourtant je joue la même chose. Mmh. Mais seulement des fois, voilà, ça m'est arrivé de passer devant les vœux d'un maire, dans un hangar, où tout le monde est debout avec un verre à la main, c'est hyper froid, je suis le seul numéro, la présentatrice elle fait: «Bon avant les vœux du maire, Michael Zaniel» et là tu rentres, il y a aucune ambiance, c'est Mmh. froid. Enfin les gens ils comprennent pas, ils sont pas prêts à ce moment-là. Ouais. Alors que si dans un théâtre, que je suis au milieu de magiciens qui font tous des trucs, on va dire pas classiques, très pro, mais dans les clichés de la magie, dans le sens où tu as un numéro de colombe, un numéro de manip de cartes, un numéro de grande illusion. D'avoir un numéro comme moi, ça va vraiment marquer une différence et là, sur un public familial, ça va vraiment être mon public, quoi. Mmh.
Donc il se trouve que ce jour-là, je fais un bid et là je me suis dit: «Bon, bah, il y a encore du boulot» et heureusement que j'ai fait ce bid-là parce que ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas arrivé. Parce que quand je sors ce numéro, je fais 2 cartons alors que le numéro avait rien dedans. Il avait que 15 jours Mmh. et de prendre ce bid-là, à ce moment-là, ça m'a vraiment dit: «Ah ouais, il y a encore du boulot, il y a plein d'endroits où c'est vide, où c'est faible, faut que j'améliore, quoi». Ce qui est je pense toujours à cette histoire, je me dis: «Si j'avais commencé par les Laridor, alors que j'avais déjà plus ou moins fait des bids sur bids avec le moine, Mmh. si j'avais commencé par les Laridor et que je prends un bid au moment où je crée la nouvelle version, si ça se trouve, je laissais tomber, j'arrête». Ah bah, ouais, possible, ouais. Possible. Alors que finalement, j'ai fait une grande partie de ma vie avec ce numéro-là et que je pourrais vivre qu'avec ce numéro-là depuis presque 15 ans. Mmh. OK, donc le numéro est créé, tu l'améliores, tu commences à le jouer. Après les Laridor, qu'est-ce qui se passe pour toi? Après Laridor, je pars en donc j'ai l'objectif de faire les championnats de France, donc l'AFAP, le congrès AFAP en septembre. Là, on était vers, février-mars OK. et donc je pars en croisière pendant 2 mois et en croisière, je fais d'autres choses, mais je joue le numéro une fois par semaine, donc ça me permet de jouer une dizaine de fois. Mmh. Parce que c'est pas simple quand on est jeune de trouver des scènes pour jouer le numéro Ouais. et donc je joue le numéro une dizaine de fois, donc là, je commence à avoir du recul dessus, j'améliore à chaque fois. Je fais la FAP à Strasbourg, je gagne le premier prix à Strasbourg de magie générale, parce qu'il y avait oui, magie générale, c'est ça et ensuite, là-bas, Domenico Dante me voit, c'est un des pontes de la Fédération internationale des sociétés magiques, hein, de la FISM. Oui. Domenico Dante me voit. Il y avait Jean Garance qui m'a vu aussi, qui m'a pris pour un gala à Genève et là, je fais le gala à Genève. Excuse-moi, c'est là-bas que Domenico Dante me voit, à Genève et il m'envoie à Las Vegas faire le World Magic Seminar. Donc en fait, ils sélectionnent 5 magiciens dans le monde et ils les font concourir entre eux, à Las Vegas. Le prix est OK. remis par Sefrin Roy et j'ai gagné ce concours et c'est là vraiment que mon numéro a commencé à tourner. Parce que OK. j'avais une reconnaissance internationale quelque part. Ah bah, oui, chouette. D'accord et après, après c'est parti quoi? Les galas, Et les après galas. après c'est parti, après j'ai fait la FISM, avec, et puis j'étais engagé dans les galas, quoi. Ouais. Bon bah, chouette et puis, à côté de ça, hormis de ce numéro qui tourne beaucoup, les close-up aussi donc belle carrière de magicien. Oui, ça va, je me plains pas. Le close-up, c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même vision en scène et en close-up. Mmh. Quelle est la différence, enfin, il y en a beaucoup de différences, mais quelle est ta vision sur ces différences? Bah, c'est qu'en scène, je me casse vraiment la tête pour essayer de scénariser, pour ramener quelque chose, un personnage et puis, alors qu'en close-up, pas du tout. En close-up, j'essaie juste d'avoir un personnage classe et puis, bon, s'il peut être drôle, tant mieux de temps en temps. Mais j'ai pas du tout cette recherche de personnage ou de scénarisation en close-up. Parce que peut-être parce que j'ai fait beaucoup de restaurants. Mmh. J'en ai fait dès le début, tout le temps, c'est une très bonne école et que les gens sont là en train de manger ou quand tu arrives avant ou après, ils sont pas forcément prêts à voir quelque chose qui met du temps à s'installer. Mmh. C'est de l'événementiel pur et dur et que pour moi, il faut, que ça fasse, bim dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta gueule, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Peut-être il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, hein. Mmh. Mais en tout cas, dans les conditions dans lesquelles je travaille en close-up, la plupart du temps, j'ai remarqué que pour moi, c'est ça qui marchait et Ouais, quand tu es en scène, les gens font la démarche d'aller vers toi. Donc ils s'assoient, donc ils sont prêts à t'écouter puisque c'est eux qui viennent et qui s'assoient dans une salle et qui regardent. bien sûr. En close-up, c'est toi qui vas vers eux, Mmh et c'est tu toi t'imposes souvent même donc et des fois tu t'imposes parce que oui, enfin même, on va dire presque tout le temps, mmh, parce que tu arrives vers un groupe de gens qui discutent, il faut que tu arrives à interrompre la conversation, poliment et qu'il se passe quelque chose très rapidement. mmh, Parce que les gens ont quand même une idée de la magie qui est assez, kitsch. ouais, Pour eux, les magiciens, souvent, c'est pour les enfants mmh, et donc pour moi, il faut un effet assez bluffant se passe très vite pour que tout de suite ils te prennent au sérieux et qu'après, ils t'écoutent et ce soit détendu, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc personnage plutôt classe qui sait s'adapter dans toutes les situations, qui est poli et qui en même temps va envoyer des gros effets, tout de suite quoi. Voilà, je prends pas de risque sur ma tenue vestimentaire en close-up.
Mmh. Il y a des gens qui vont adorer, hein, quelqu'un qui est un peu excentrique sur sa tenue, Mmh. mais il y a aussi des gens qui peuvent ne pas aimer et au moins je sais que si je serais jugé pas sur ma tenue, je serais jugé sur ce que je fais. Ouais, OK. Alors, tes spectacles qui tournent, les close-up qui tournent, ta vision aujourd'hui, est-ce que dans ta vision de la magie, il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Comment ça se passe, dans ta tête? Je sais qu'on est tous, différents magiciens quand on a 20 ans et quand on en a 35 et sûrement quand on en aura 50. Aujourd'hui, quelle est ta vision? Quelles sont les choses que tu as envie de faire? C'est quoi tes prochains projets? C'est un peu la question de ma vie en ce moment, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il faut que je fasse ça jusqu'à 65 ans. Oui. Mmh, pour en tout cas, sur scène, j'essaie d'en faire un autre, de numéro, c'est pas évident. La magie a quand même bien évolué. Je trouve qu'en tout cas sur scène, les effets sont de plus en plus clean, c'est-à-dire de plus en plus, notamment, avec l'école asiatique, les Coréens qui montent leurs 2 mains vides des 2 côtés avant de faire apparaître quelque chose. Mmh mh. Donc la magie évolue quand même de manière, magique, Ouais. de plus en plus. Donc dans d'autres numéros, j'essaye, d'avoir des effets comme ça, donc je réfléchis beaucoup là-dessus. En close-up, j'apprends moins de nouvelles choses, je passe moins de temps en close-up, je travaille beaucoup en close-up, je fais beaucoup de prestations. On va dire, j'ai un peu mes 10 routines qui marchent et de temps en temps, si j'en trouve une qui est meilleure que mes 10 que j'ai, je vais la mettre dedans, dans mon set, mais c'est assez rare quand même que mon énergie est plus sur la scène. Peut-être OK. parce que le close-up marche comme ça et que la scène, je sens que je vais avoir besoin de tenter autre chose à un moment donné pour évoluer et puis c'est excitant aussi quand même d'essayer quelque chose d'autre en Mmh. scène. OK. Bah, je suis assez, je peux comprendre, ça. J'allais juste faire un parallèle, ouais, pareil close-up et scène. J'ai l'impression que le close-up, on peut tenir, plus ou moins, toute sa vie. Enfin, je recommande pas parce que je recommande toujours d'évoluer, de changer les choses, de s'adapter. Mais néanmoins, effectivement, avec 10 effets qui sont très forts sur le close-up, tu peux tenir parce que ce qui va compter, c'est la relation que tu as avec les autres, puis la force de tes effets, bien sûr. Alors que la scène, finalement, tu pas de contact direct avec les gens. Donc c'est plus en premier peut-être ce que tu racontes, ce que tu transmets, qui est important. Donc j'ai plutôt tendance effectivement à penser que les évolutions et la réflexion quand on fait de la scène, doit se porter plutôt en priorité sur le spectacle de scène. Comment le faire évoluer? Comment, entrer des nouvelles techniques comme tu le disais, de coréens qui font mal à la tête. Ils commencent à m'énerver d'ailleurs, eux. Heu, les mecs sont vraiment trop forts, quoi. Il y a même des fois où vraiment je me laisse bluffer mais c'est beau de repartir avec ces yeux d'enfant, de me dire: «Non mais là, je ne comprends pas comment est-ce que c'est juste possible, quoi?» et c'est fou, c'est fou. Ouais. Donc OK, je comprends ça. Quels sont les magiciens qui t'inspirent? Il y a encore des gens aujourd'hui, où justement, où tu te prends des claques ou que ça soit par la magie ou par la réflexion, quels sont les gens qui t'inspirent? Bah, déj en juin dernier, c'était en juin ou en novembre? Je sais plus. Oui, un an, je me rappelle plus quand c'était, mais j'étais engagé à la FISMASI. C'est-à-dire Mmh. qu'il y avait le concours des meilleurs asiatiques qui concouraient pour aller à la FISM, Monde et donc moi j'étais engagé là-bas, je faisais le gala et du coup j'ai regardé les concours et c'est vrai que là j'ai pris claque sur claque, quoi. J'ai pris claque sur claque parce que je pense peut-être même que c'est encore plus fort que la FISM Monde dans le sens où ils pourront pas tous y aller, les Ah oui, asiatiques oui. et en fait ce qui est incroyable, c'est que même quand le numéro est pas abouti, c'est-à-dire que même si le numéro est pas fini dans sa construction ou des fois tu as des idées, des bribes ou des effets, mais qui sont tu c'est d'une pureté, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. OK, donc la FISM, Asie, plutôt à recommander que la FISM Monde finalement, quoi. Non, FISM Monde est très bien aussi, mais j'ai pas été à la dernière FISM Monde. J'ai quand même souvent pris beaucoup de plaisir à la FISM Monde aussi. En fait, j'aime beaucoup la FISM parce que justement, ce qui est intéressant à la FISM, c'est les concours parce que tu vois des numéros, des nouveaux numéros et surtout, justement, ces numéros pas aboutis où il y a peut-être quelque chose à en tirer
au niveau effet ou au niveau recherche ou ce qu'ils ont essayé de faire qui est super intéressant. Parce que c'est Mmh. pas parce que le numéro est pas fini que toi, en tant que magicien, quand tu regardes, tu dis pas: «Ah ouais, mais ne serait-ce que pour cet effet-là, tu es content d'avoir vu le numéro, quoi». Même si tout le reste, c'est on va dire, c'est de la merde. Ouais, J'exagère, mais OK, je comprends. Donc les magiciens qui t'inspirent, on va dire qu'ils sont tous en Asie, c'est ça? au niveau pureté des effets, c'est-à-dire que, c pour un magicien, c'est dur de bluffer un magicien, de pas Bien avoir un sûr, début d'explication sur certains effets ouais. et c'est vrai qu'en Asie, tu en prends plein la tête quand même à ce niveau-là. Donc c'est là-dessus qu'ils me bluffent. Mmh. Avant, sur la mise en scène, les asiatiques étaient pas ultra forts, mais maintenant ils commencent à savoir un peu tout faire. Ouais. Donc heu, donc oui, je pense qu'ils sont très forts, mais en ce moment, tu as la période espagnole aussi qui ont des super numéros Mmh. et qui sont très bien. C'est marrant, ça marche un peu par génération, j'ai Ouais, j'ai remarqué. l'impression aussi, ouais, qu'il y a des choses qui, des pays qui sortent du lot, en fonction des Et générations, quoi. française aussi. Ouais. Est-ce que je ne sais plus Mickaël, mais est-ce qu'il y a des produits que tu as commercialisés, des choses que tu as créées qui sont en tout cas sur le commerce? Non, rien qui soit dans le commerce. OK, pour l'instant, on sait jamais. On sait jamais. On arrive à la partie que je préfère. Est-ce que tu as, quelques petites, anecdotes, croustillantes, à nous partager sur ton métier de magicien? Ça peut être, des rencontres, des prestations qui se sont un peu trop bien passées ou alors trop mal passées, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette carrière, des choses qui t'ont vraiment marqué? Non, il y en a plusieurs. Une fois, j'ai fait une tournée au Brésil Oui. et avec de super magiciens et il y a un millionnaire ou un milliardaire qui nous invite chez lui et donc il nous envoie 3 hélicoptères pour venir nous chercher. Ah, déjà le mec, c'est pas comme nous, quoi. Voilà et on arrive chez lui, on atterrit sur un terrain de foot qui lui appartenait dans sa propriété. Mmh. Super maison, donc il avait fait un barbecue, bah, c'était vraiment génial, on avait joué au foot et top et à un moment donné, il nous dit: «Je vais vous montrer ma collection» D'accord. et là, on prend des comment on dit les trucs à 4 roues là? Un tracteur? Non, bah, je sais plus, enfin bref. Les trucs de golf là, les trucs de partie de Oui, golf? ouais, Les ouais, un quad ou un truc comme ouais, ça? c'était un quad plutôt, c'était un quad, c'est ça. On prend des quads et on arrive jusque devant un hangar Mmh mh. et on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'il collectionne, quoi?» et là, il y a un grand hangar et il ouvre le hangar et il collectionnait les tanks. Ah ouais, d'accord. Il avait une quinzaine ou une vingtaine de tanks de l'armée de la Seconde Guerre mondiale et il nous fait monter tous dans un tank. Il nous dit: «Bah, on va faire une balade», parce qu'il y avait une grande propriété avec des arbres et tout ça et il nous dit: «On va faire une balade» et donc là, on monte tous dans un tank, toute la troupe, qui était là-bas. Donc on était une dizaine à monter dans le tank et le producteur me dit: «Bon, accrochez-vous bien quand même dans le tank» parce que, je dis: «Ouais, enfin quand même ça va». Moi, je pensais que c'était une petite balade, quoi. Et en fait, il commence à aller dans sa propriété, parce qu'il avait une grande forêt, à monter sur les arbres se couchaient devant le tank, à mettre le tank à enfin, tu sais, à le pencher sur le côté, en mont enfin, vraiment le truc que tu vis comme si tu fais le Vietnam, quoi, enfin, Mmh. Ouais. sinon, et donc ouais, donc ça, c'était un bon souvenir, c'était top. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. A OK, cool. Après forcément, ben, comme beaucoup de magiciens, j'ai rencontré ou j'ai eu la chance de faire des tours à certaines stars. Il y en a une, je peux pas dire le nom, mais c'était une légende du rock. C'est toujours une légende du rock d'ailleurs, Mmh mh. pas beaucoup et et puis, une agence m'appelle et me dit: «Est-ce que vous faites les anniversaires pour enfants?» et je dis: «Non». Il me dit: «Oui, mais c'est pour les enfants de cette personne», parce que je peux pas dire le nom parce qu'on m'avait demandé de pas le dire D'accord. et je dis: «Oui, ben, il sera là» et ils me disent: «Oui, oui» et puis j'arrive donc il a un château en Touraine et et puis c'est lui qui m'accueille. Il parlait français, ce qui m'étonnait, je savais pas qu'il parlait français. Et il me dit: «Voilà, c'est pour l'anniversaire de ma petite fille», enfin, vraiment le mec super sympa parce que tu as des stars, tu as des starlettes, mais là, on parle vraiment d'une grosse, grosse star, quoi Mmh. et vraiment le mec était comme un grand-père, enfin, qui était vraiment en bon état, hein, mais comme un grand-père qui faisait l'anniversaire pour sa petite fille, vraiment vraiment de la manière la plus simple du monde, quoi. Ouais.
Donc c'était super sympa. J'ai fait mon numéro aussi. Quand tu sors des concours, quand tu joues un numéro, tu joues que dans des scènes à peu près, belles, tu sais, que dans des centres de convention Ouais, ou ouais, ouais. tu des théâtres ou machin et toi, comme tu as pas d'expérience, tu penses que toutes les scènes dans lesquelles tu vas jouer dans ta vie, c'est que comme ça. En fait, ce sera comme ça que le temps que tu fais les concours. OK. J'exagère, tu joues des fois dans des très, très beaux théâtres, mais il faut se reconnaître que 70 du temps, quand c'est de l'événementiel ou machin, c'est de la boucherie, quoi. Mmh. Et un ami m'appelle et donc, c'était à Genève pour un bijoutier de Risodonu et il me fait: «Voilà, tu joues là» et là, c'était sur une piste de danse complètement entourée, pas de lumière, rien et je me dis: «Oh là là, je vais faire ça va être nul». J'étais dépité, quoi et et quand je le faisais, il y avait Naomi Campbell devant moi, je me rappelle, qui était dans le public, mais vraiment devant moi à 4 mètres, quoi. Elle était debout parce qu'il y avait pas vraiment de place assise. Ouais. C'est vraiment si tu me demandes de jouer ton numéro au milieu d'un salon, quoi, ce que j'ai Mmh. fait aussi d'ailleurs et Oh là là, les trucs. et puis je le fais et ça a super bien marché et c'est marrant parce que là, c'est pareil, tu te dis: «Jamais ça va marcher», quoi Ouais. et à côté de ça, il y a des fois où j'ai joué dans des conditions beaucoup bien meilleures où ça a pas marché plus que ça. OK, ouais, rigolo. Finalement, c'est quoi? Peut-être la proximité avec le public? Ils étaient Oui, dans là, une bonne ambiance, en fait après, et faut se mettre dans le truc. C'est-à-dire que les gens qui sont derrière, bon, bah, ils regarderont pas, enfin, ou ils seront pas dedans, faut pas rêver. Mais tu sens bien que tu as accroché les gens de devant, que je voyais quand je faisais partie de Michael Jackson, Naomi Campbell, elle bougeait, elle dansait comme, enfin, c'était ouais, non, c'était sympa et c'est marrant que c'est pour ce même client, j'ai refait une soirée derrière et alors là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, là, ça peut pas être pire, au milieu d'une piste de danse complètement entourée». Et bah, si, c'était pire. C'était justement quand je te disais, je l'ai joué dans un salon, c'était dans un restaurant, mais vraiment, alors là, tu avais pas d'espace, tu avais 3 mètres, je sais pas, tu avais peut-être 3 mètres de profondeur, mais avec les tables des gens. En gros, j'avais qu'1 mètre de profondeur d'espace, donc les gens étaient à mes pieds, hein, quand je jouais et puis dans une salle de, je sais pas, 15 carrés avec les gens dedans, quoi. Oh là là C'était, là là. et pareil, c'était pour un mariage et ça a très bien marché, bizarrement. OK. Ouais, mais normalement, tu as pas besoin d'un espace minimum, toi, pour ton expression, scénique? Enfin, moi, Ah si, j'imagine que quand tu as pas le choix, tu t'adaptes, hein? si, après, suivant combien on te paye, Tu tu t'adaptes plus ou moins? tu adaptes tes besoins, quoi. Tu fais: «Bon, bah, il y a pas ça, ouais, bon, je vais le faire quand même». OK. D'acc tu as d'autres à nous raconter? Bah, oui, c'est toujours une des premières fois où quand j'ai fait Las Vegas, il y a un producteur derrière qui me dit, «Ça vous dirait de faire un concours en Chine?» Et je dis: «Bah, les concours, je voudrais arrêter», parce que je commençais à faire les galas. Il me dit: «Oui, mais on peut vous avoir des garanties», c'est-à-dire qu'il pouvait payer. Je fais: «Bon, bah, OK» et puis il me paye 2 000 $ je crois pour aller là-bas, plus le voyage Mmh. et j'arrive là-bas et là, je vois un cirque, mais un cirque de 5 000 personnes. En fait, c'est un peu l'équivalent du cirque de Monte-Carlo, mais en Chine. Un cirque de 5 000 personnes, complètement entouré et je me dis: «Mais c'est un cirque, je suis complètement entouré, c'est pas possible, mon numéro il se voit que de face, là, les Chinois derrière, ils vont siffler». Mmh. Chez les Chinois, non, ils siffleront pas et c'est vrai qu'en effet, même si, les Chinois derrière bourraient pas, ça reste que devant toi, il te reste encore au moins 3 000 personnes, quoi, Mmh. ou 2 500 personnes et ça a super bien marché. J'avais vraiment des numéros de cirque d'un niveau énorme qui concouraient, ça a super bien marché. J'ai gagné un deuxième prix. J'ai un peu profité de l'effet, tu sais, quand tu vois un gala de magie sur scène, tu as un numéro de jonglage des fois, au milieu, il fait toujours un carton. Ouais, Bah, parce que c'est un peu le numéro différent de tout ce que tu vois. complètement, ouais. Et ben, là, c'était pareil, il y avait que des numéros d'acrobatie et quand ils ont vu mon numéro au milieu, ça leur a fait du bien, quoi. Ouais. Parce qu'ils se sont tapés, 4 heures d'acrobatie pendant et donc ils me donnent mes 2 000 $ plus, plus le voyage et bon, pour moi, je fais: «OK, c'est fini». Il me dit: «Attendez, il faut que vous veniez chercher votre argent pour votre prix» et je fais: «Ah bon» et puis là, il me redonne encore 4 000 $ pour le prix. Oh! Et c'est le genre de truc, ouais, tu t'y attends pas et ça fait plaisir. Bah, tu m'étonnes, ouais. En plus de ce moment sympathique, partagé, quoi. Ouais, c'était dans vraiment au tout début, il y a 12 ans, parce que
moi, à ce moment-là, je gagnais le SMIC en faisant de la magie, quoi, enfin, Mmh, dans les restaurants. bien sûr. Cool. Est-ce que, alors, tu des c'est quoi tes futurs projets? Tu m'as dit que tu étais en train d'écrire un Il y a d'autres autre, numéros que je lâche pas, que j'essaye de faire depuis des années, je suis toujours dessus. ouais. Il commence à marcher pas trop mal. J'estime qu'il y a toujours des trucs à voir, donc j'essaye pas de le vendre pour l'instant. Quand on me le demande, je le fais, mais je cherche pas à le proposer. Parce Mmh. que et le problème, c'est que c'est vrai que quand tu as 20 ans, que tu crées un numéro, bah, tu travailles déjà beaucoup moins, tu as pas de famille, donc tu as que ça à faire, quoi. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai qu'entre les enfants le boulot que j'ai avec mon numéro de scène, les voyages et le close-up, ben, c'est dur de trouver du temps pour la création parce que la création, c'est pas un truc où tu t'y mets, tu fais 2 heures et puis tu laisses tomber pendant une semaine et tu reviens une semaine après, tu essaies de non, faut essayer d'avoir un peu de temps vraiment où tous les jours tu t'y plonges, quoi. Mmh. Donc c'est beaucoup moins simple, j'avance beaucoup plus lentement. Ouais. Est-ce que tu peux nous le décrire ce truc-là ou non, tu le Non, gardes mais sur j'ai le déjà joué, hein, côté? j'ai fait des télés, enfin, j'ai fait une télé avec, Ouais, qu'on peut le voir sur internet. C'est un bébé, c'est un numéro avec un bébé. Et pendant que j'ai un couffin sur scène et j'essaie d'endormir le bébé. C'est pas simple. C'est un peu OK. la même construction que le numéro du chanteur d'opéra Ouais. dans le style. Il y a quand même le style, ça reste le même, parce que c'est mon style. Maintenant, je voulais faire quelque chose qui soit à l'inverse du chanteur d'opéra, un truc, pas plus petit, mais plus statique. Parce que dans le chanteur d'opéra, je bouge beaucoup et des fois, c'est pas évident sur certaines scènes de bouger beaucoup. Mmh. Et je voulais faire un truc plus télégénique. Parce que le chanteur d'opéra, autant marche très bien en live, autant je trouve qu'il est pas du tout télégénique, il passe pas bien en télé. Et donc là, pour le coup, ça j'ai réussi. Le bébé est quand même beaucoup plus statique et beaucoup plus télégénique. Parce que j'ai fait une télé avec où ça a vraiment très bien marché. Alors que le numéro pareil est pas complètement abouti. Mmh. Mais bon, il faut que j'améliore, il faut que parce qu'il est un peu court encore aussi, il fait 5 minutes 30 ou presque 6 minutes. J'aimerais bien gagner 2 minutes de plus en rajoutant un peu de clown dedans, même s'il y a pas des effets magiques, mais voilà, enfin il y a des trucs à voir encore. OK. Justement, en parlant des timings, tu recommandes, qu'un show fasse combien de temps et pour quelle raison? Bah, on est un peu, les numéros qui sortent en général sont un peu formatés par le format concours parce que la plupart des numéros sont passés par les concours avant de commencer à travailler. Ouais, Les concours, faut être entre 5 et 10 minutes. d'accord. Moi, je pense que 8 minutes, c'est bien. En dessous de 7 minutes, va vraiment falloir un truc qui claque. Mmh. Et après tu peux faire 8, 15, de 8 à 15, le mec qui t'engage, plus ton numéro il «dure» entre guillemets, plus il est content. Après si ça dure 25 minutes, c'est plus pareil. Tu es plus sur un format court. Ouais. Enfin moi je travaille dans des plateaux artistiques, c'est-à-dire que je fais mon numéro, il y en a un autre avant, un autre après, c'est pas moi qui fais un spectacle tout seul. Après quand tu Mmh. commences à faire du temps, c'est un autre travail. De la même manière que tu peux être bon à faire un numéro de 8 minutes et pas bon du tout à faire un spectacle d'1 heure. C'est pas du tout la même construction, le même rythme. Ouais. Et à l'inverse, celui qui fait 1 heure est pas capable de faire 8 minutes. Mmh. Je comprends. Où est-ce qu'on peut te suivre, Michael, si on veut, regarder un petit peu ce que tu fais? Tu postes un petit peu sur internet, pas trop? Non, alors j'essaie de m'y mettre un peu, mais ça a jamais été, mon truc, j'ai même pas de site. J'ai Facebook et Instagram, Mmh. Comment on mais te retrouve alors sur Facebook et Insta? en tapant mon nom, encore faut-il savoir l'écrire. Voilà, c'est là où j'allais en venir. C'est là le problème justement, en tapant ton nom. Et mais oui, donc Instagram, je poste un petit peu des trucs, mais pas tant que ça. J'ai eu la chance de toujours avoir pu bosser sans avoir à chercher le travail. Mmh. Jusque maintenant, peut-être que pour le nouveau numéro, il faudra que je m'y mette. Donc je m'y mets un peu, je poste des trucs, mais je suis loin d'être un grand communicant. OK. Bon, bah, au moins on est au courant. Après, si on tape mon nom, il y a quand même plein de vidéos sur internet, même des Oui, je vidéos il y que a plein de j'essaie de trucs, ouais. trouver que j'arrive pas, Ouais. mais mais Ouais, voilà. ouais, sur YouTube, il y a plein de trucs.
OK, merci à toi, Mickaël. Je vais faire le mot de la fin avant de se quitter. Vous pouvez retrouver dans la description, les sujets du jour dont je vous ai parlé, les news, d'actualité de cette semaine. Notre podcast est disponible sur iTunes, Spotify, SoundCloud et des fois même sur d'autres plateformes que je ne connais pas, donc je vous invite à aller rechercher sur votre plateforme préférée Podcast des Illusions. Je tiens à remercier également tous les nouveaux auditeurs et ceux qui nous ont rejoints dans le groupe privé Facebook Podcast des Illusions. D'ailleurs, si vous l'écoutez sur iTunes, je vous invite à venir nous laisser une note de 5 étoiles, à vous abonner, laisser un commentaire, ce qui va pouvoir nous permettre de remonter dans le classement. Et si vous souhaitez plus tard, un jour, participer à cette émission, venir vous présenter, parler un petit peu de ce que vous faites, ce sera avec grand plaisir. Vous m'envoyez un message en tapant Vince, magicien ou sur le podcast des illusions. Avec grand plaisir de vous recevoir prochainement. Mickaël, merci encore pour ton temps et ton partage de ton histoire. Ben, merci à vous, à toi. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. On se voit très bientôt. Je te souhaite une belle journée, aux auditeurs une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.